Bonjour, bienvenue dans le 12-13 à la une de ce mercredi 11 novembre, le 102e anniversaire de l'armistice de 1918. Cérémonie particulière ce matin, en présence d'Emmanuel Macron, entouré d'un petit comité, 30 personnes maximum autorisées. Et puis on apprend qu'une cérémonie du 11 novembre a été visée par un attentat à Jeddah, en Arabie Saoudite. Il y aurait 2 blessés, attaque condamnée fermement par la France. Plus de détails dans ce journal. Encore plus de contrôle pour faire respecter le confinement, c'est ce que souhaite Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur veut que les forces de l'ordre soient partout avec des patrouilles fixes et mobiles et qu'elles se concentrent sur les rassemblements privés et les commerces qui restent ouverts clandestinement. Une bonne nouvelle pour la planète et pour le porte-monnaie. Le masque jetable à destination du grand public est lavable et réutilisable. Conclusion d'une enquête de l'UFC Que Choisir. Qu'en pensent les médecins? Nous leur avons posé la question. Enfin, c'est l'un des plaisirs de l'automne, se balader en forêt, ramasser des châtaignes. À défaut de pouvoir le faire, on vous emmène à la rencontre d'une productrice en Lozère. Ces châtaignes à elle viennent de décrocher le label AOC. Un œil sur le temps, beaucoup de grisailles et de brouillard qui pourraient être chassés dans la journée par des éclaircies. C'est une traditionnelle cérémonie, mais une année particulière, le 102e anniversaire de l'armistice, l'hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale, ainsi que le centenaire de l'inhumation du soldat inconnu, ont dû se dérouler sans public cette année, que ce soit à Paris, en présence du président, ou en région. Charlotte Gillard. Sous un épais brouillard, le cortège présidentiel remonte les Champs-Élysées, désertés. Image inhabituelle pour un anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre en petit comité. Emmanuel Macron s'avance vers la tombe du soldat inconnu et ravive la flamme. Il y a 100 ans jour pour jour, ce dernier était inhumé sous l'Arc de Triomphe. Rapide salutation aux quelques représentants dans l'assistance, Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande qui en profite pour interpeller le président. Ça va? C'est pas trop dur en ce moment? Facile. Crise sanitaire oblige, pas de public dans les rues parisiennes, mais à Marseille, quelques-uns ont tenu à assister à cette cérémonie, attestation en poche et bleuet en boutonnière. Je le porte régulièrement tous les ans, et tous les ans je me fais un devoir d'assister à cette cérémonie. Une centaine de personnes, dont la maire de la ville, Michel Rubirola, et Jean-Luc Mélenchon, député de la France Insoumise, a pu rendre hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. Une exception quand la plupart des communes, comme ici à Verdun, ont dû se limiter à la seule présence des élus locaux. D'autres municipalités ont tenu à innover. En direct sur les réseaux sociaux, les anciens combattants et les habitants de Clamart dans les Hauts-de-Seine ont pu suivre l'anniversaire de l'armistice. Compte tenu de la durée de l'épidémie, je pense qu'aujourd'hui, il est du devoir de tous les élus de faire en sorte de concilier les impératifs sanitaires et celui du devoir de mémoire. À 16 000 km de là, à Wallis et Futuna, la France s'est aussi souvenue de ses soldats tombés pour la patrie il y a plus d'un siècle. Ce sera l'autre temps fort de cette journée de commémoration. Emmanuel Macron présidera l'entrée au Panthéon d'un combattant et écrivain, Maurice Genevoix. En direct du Panthéon, on vous retrouve Valérie Astruc. Valérie, cette cérémonie est prévue à 18 h. Oui, cérémonie originale qui aura lieu de nuit. C'est une première afin de permettre un jeu de lumière sur la façade du Panthéon et de projeter des images des tranchées, innovation technologique voulue personnellement par Emmanuel Macron. C'est sa grand-mère qui lui a fait découvrir Maurice Genevoix, écrivain dont la vocation littéraire est née lorsqu'il fut grièvement blessé sur le front. Et c'est une double panthéonisation qu'a voulu Emmanuel Macron. Panthéonisation de Maurice Genevoix, témoin de la Grande Guerre, et panthéonisation de tous les morts, tous les soldats morts au combat. Et puis à travers cette cérémonie, le président veut faire un lien entre ceux de 14 et ceux de 2020, les tragédies de la Grande Guerre et les épreuves que subissent les Français aujourd'hui. Cérémonie en petit comité, pas plus de 30 personnes, Covid oblige. Le président sera accompagné de l'ancien président François Hollande, de la famille de Maurice Genevoix, ainsi que de plusieurs ministres.
Merci beaucoup pour ces précisions, Valérie. Le 11 novembre, commémoré également à l'étranger, et on apprend qu'en Arabie Saoudite, à Jeddah exactement, une cérémonie qui avait lieu dans un cimetière non musulman a été la cible d'un attentat à l'explosif. Étaient présents plusieurs consulats généraux, dont le consulat de France. Selon nos sources, il y aurait entre 2 et 4 blessés. Pas de victimes françaises. L'assaillant a été arrêté, on vient d'apprendre il y a quelques minutes. La France condamne fermement ce lâche attentat que rien ne saurait justifier. Fin de citation. Pour suivre, bien sûr, plus de détails, suivez notre site ou notre application France Info. Aucune cérémonie publique n'est donc autorisée. En revanche, il y a bien des dépôts de gerbes au pied des monuments aux morts. Et ils sont nombreux en France. Imaginez, entre 1920 et 1925, on inaugurait 16 monuments aux morts par jour. Certains sont des œuvres uniques, comme celui de Bernay dans l'Eure. Son histoire avec Anne-Charline Lambard et Franck Levasseur. C'est une pépite, une œuvre nichée dans le cœur de la ville. Monumentale avec ses 3,50 m de haut, difficile de passer à côté. À l'époque, en 1920, les habitants de l'arrondissement n'ont pas regardé à la dépense pour honorer leurs morts de la Grande Guerre. Une création unique signée d'un sculpteur local, Louis-Aimé Lejeune. Nous avons deux figures, un poilu qui est lové dans les ailes de la victoire. Sauf que ce poilu n'est pas sorti de l'imagination de l'artiste. Son visage est celui de Jules Renoir, poilu picard du 24e régiment d'infanterie. Et ça vous ressemble vraiment? Ah oui. Le soldat me ressemble bien. Alors qu'il est en convalescence à l'hôpital de Bernay à la sortie de la guerre, Jules Renoir se voit proposer une mission en or, servir de modèle pour le monument aux morts de la ville. Ça aurait pu être un autre que moi, là, le capitaine. Il m'avait à la bonne, il m'a dit, tiens, veux-tu faire un petit boulot tranquille? Il dit, veux-tu y aller? Bah, je dis, je veux bien, moi. Ah, ça, c'était une bonne planche, j'ai fini mon congé comme ça. Jules prend alors la direction de Paris pour poser pour le sculpteur. Des journées de travail bien réglées. Oh là, j'aurais bien rempilé, hein. Ah, ça, j'aurais bien rempilé. Je commençais tous les jours à 8 heures. Avant de travailler, on allait boire le café, la goutte, un croissant ou deux. Au-delà des bons soins du sculpteur, c'est surtout sa partenaire de pose, sa Marianne, qui lui laisse un souvenir ému. Elle soutenait un soldat blessé. Alors elle venait me soutenir pour prendre la photo, puis après ça, elle s'en retournait à son boulot. Et dans quelle tenue était-elle, elle? Oh ben, elle était à poil, oh, complètement à poil. Là, oui. Et ça a duré combien de temps? 2 mois et demi. Une parenthèse enchantée pour Jules. En 1920, il a alors 22 ans. Lui qui a connu tous les combats, n'ose pas demander le nom de sa partenaire. Elle reste un mystère. Jules Renoir se retrouve sur des cartes postales qu'il n'avait jamais vues. Il passe à la postérité, pas pour ses faits d'armes, mais pour son passage dans un atelier d'artiste. Sur les journaux, ils disent que je suis immortel. Voilà. Dans 1000 ans, j'existerai encore. 1000 ans peut-être, 100 ans, c'est fait. Sur la place de Bernay, le poilu Jules Renoir est encore là, fidèle à ce qu'il était en 1920. Inoxydable. Après la pédagogie doit venir le temps de la fermeté. Gérald Darmanin demande au préfet de renforcer les contrôles du confinement. Devant la préfecture de police de Paris, on vous retrouve en direct, Sophie Neumeyer. Sophie, le ministre de l'Intérieur demande donc aux forces de l'ordre de se concentrer d'abord sur les rassemblements privés. Oui, Émilie, car les autorités ont constaté que certains profitent de leur attestation et de ce confinement moins strict pour continuer de se réunir. Alors, pour y remédier, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de prêter plus d'attention au signalement pour tapage, de vérifier plus scrupuleusement le motif invoqué sur leur attestation par ceux qui tentent de faire la fête en douce. Les établissements recevant du public sont également visés par cette note. Gérald Darmanin demande plus de fermeté contre les restaurants ou les établissements, les magasins qui restent ouverts malgré l'interdiction. Plus largement, il réclame plus de contrôle sur la voie publique, des points fixes, mais également des patrouilles dynamiques. Et il insiste, toute personne se déplaçant sans un motif légitime devra être verbalisée. Plus de fermeté donc, et une fermeté visible afin que les Français respectent davantage les règles de ce confinement. Merci beaucoup
Sophie Neumeyer, ce sont nos nouveaux déchets, les masques jetables, à moins que l'on puisse les laver et les réutiliser. C'est ce que préconise l'association UFC Que Choisir pour le grand public. Selon elle, on peut laver son masque jetable 10 fois sans altérer son efficacité. Anne-Christine Roth, Léa Dermidjian. Et si, plutôt que de les jeter, vous les laviez? Les masques chirurgicaux pourraient être réutilisés 10 fois selon une étude de l'association UFC Que Choisir. Pour cela, elle a testé 3 modèles achetés en supermarché et en parapharmacie. Elle les a passés à la machine à 60 degrés, au sèche-linge, puis les a repassés à faible température. Verdict, ils ont bien résisté. Nous avons observé que leur capacité de filtration et de respirabilité demeurait soit intacte, soit tout à fait satisfaisante pour l'usage qu'on en fait. Cela n'est valable que pour un usage grand public, mais pour l'association de consommateurs, c'est une bonne nouvelle. Les conséquences financières pour les foyers, surtout ceux avec des enfants, sont évidentes. On va pouvoir utiliser le même masque plusieurs fois, jusqu'à 10 fois après lavage. Donc il y a vraiment des économies substantielles à faire. Et ensuite, pour l'environnement, les masques chirurgicaux sont constitués de plastique non recyclable. Donc de fait, de pouvoir les utiliser plusieurs fois, c'est toujours ça de fait et de prix pour l'environnement. Peut-on aller au-delà de 10 lavages? Jusqu'à quel point doit-on réutiliser les masques chirurgicaux? Selon ce médecin hygiéniste, pour le grand public, mieux vaut privilégier le masque en tissu. Les masques dits à usage unique sont garantis à usage unique. Donc toute réutilisation se fait finalement dans des conditions qui ne sont pas maîtrisées par le fabricant et un petit peu au risque et péril des usagers, alors que les masques en tissu qui sont lavables sont sécurisés quant au nombre de lavages dans les conditions de lavage recommandées. Non traités, on estime que les masques chirurgicaux mettent 450 ans à se dégrader. Bien des sapins à Noël, alors que les tensions se concentrent autour des produits considérés comme essentiels ou non essentiels, le sapin, lui, sera considéré comme essentiel et donc disponible à la vente dès le 20 novembre. Un décret devrait préciser ces prochains jours dans quelles conditions les clients pourront venir chercher leur sapin. 6 millions d'arbres sont vendus chaque année à Noël. Strasbourg perd un grand magasin. L'enseigne Printemps va fermer en 2021. Nouvelle victime économique du virus. L'information fait la une du journal régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace, car ces magasins sont souvent des points névralgiques des centres-villes. 3 autres villes sont d'ailleurs concernées, Le Havre, Metz et Paris. Est-ce que c'est le début de la fin des grands magasins? On voit cela avec Gaspard de Florival et Philippe Maire. Du Havre à Strasbourg, ces lumières illuminaient les centres-villes. Mais depuis hier, les grands magasins Printemps sont dans la tourmente. La direction a annoncé la fermeture de 4 de ces sites et de 3 citadiums en France pour des raisons économiques. 428 postes sont supprimés. Une décision qui surprend certains clients strasbourgeois. Le Covid a sûrement dû donner un coup de plus dans le chiffre d'affaires. On pense souvent aux petits commerçants et tout ça, là on s'aperçoit que ces grandes marques peuvent aussi être touchées par cette crise. Il y a quelques dizaines d'années encore, les grands magasins étaient les fers de lance du commerce dans les grandes villes. C'est dans ces galeries que l'on invente le shopping. Des millions de visiteurs découvrent alors les démonstrateurs et les produits en libre service. Mais aujourd'hui, ces grandes enseignes sont rattrapées par la chute de la consommation, les grèves et la crise sanitaire. Dans ce contexte, impossible pour certains groupes de payer les charges. Les loyers qui sont très importants peuvent jouer sur la fermeture de ces locaux. On ne connaît pas les loyers, mais souvent quand un loyer est trop important, l'enseigne ou le groupe se dit on arrête l'hémorragie, on rend les clés. Avec la fermeture de ces enseignes, c'est toute l'économie qui risque d'être touchée. Si demain le grand magasin n'existe plus, malheureusement pour ces petits commerçants, le flux va quelque part se tarir et donc ils seront indiscutablement les victimes collatérales de la fermeture de ces grands magasins. Comme à Strasbourg, certains sites du groupe Printemps pourraient baisser le rideau d'ici fin 2021. La Guadeloupe, frappée en ce moment par des intempéries. L'eau est montée très rapidement, regardez, et a envahi les routes, rendant compliquée la circulation et l'accès à certaines zones, même à pied, sans compter les éboulements et les chutes d'arbres. Des écoles ont également été fermées. Aucune victime n'est à déplorer. Juste après la cérémonie de commémoration de l'armistice au monument aux morts, ce 11 novembre au Teil,
La sirène d'alerte a retenti, vous l'entendez, à 11h52 précise, heure à laquelle la Terre a tremblé quelques secondes il y a un an. Un sombre anniversaire pour les pompiers. Le Teil, c'est le nom de cette commune ardéchoise désormais associée à ce séisme qui s'est produit il y a un an, le 11 novembre 2019. Un tremblement de terre d'une force inédite ressenti jusqu'aux confins de la région et dont cette petite ville a été l'épicentre. Un an après, où en sont les sinistrés? Huguette, Vanessa Fize et Nicolas Ferraud. Cela n'a duré que quelques secondes, peu avant midi. Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter. La secousse est particulièrement forte dans la commune du Teil, 8700 habitants. Par précaution, tout le monde doit évacuer les maisons. Des gymnases sont ouverts, miraculeusement, il n'y a que des dégâts matériels. Un an plus tard, Raphaël et Noémie ont toujours le souvenir de ces quelques secondes. Et c'est de suite, on a encore l'image, moi j'ai l'image encore dans l'appartement, où j'étais, à quel moment, et que ça bougeait dans tous les sens, et qu'on est sorti le plus rapidement possible, quoi. Ah ouais, ça restera. Hein. Et nous, c'est vrai que chaque soir, moins de vibrations, moindre chose, de suite, c'est cette image et cette scène qui revient, quoi. Dans le quartier de la Rouvière, le plus impacté, bien peu imaginaient qu'un an plus tard, il serait toujours dans une situation précaire. Quand on nous dit c'est les vacances d'un mobil-home, non, c'est pas franchement les vacances. Ou alors 15 jours, c'est bien. Allez, donne. Les maisons étaient démolies. Donc voilà, on se retrouve sur le terrain. Hein. La démolition, ça fait partie du processus pour la reconstruction derrière. Hein, donc il faut positiver. Dans tout ça, il faut arriver à positiver. Donc on y arrive. Enfin, nous, on y arrive en tout cas. Donc, bon. Marie-Josée et Joseph ont acheté une autre maison dans le village. Mais difficile de se détacher de leur ancienne demeure. Il faut tourner la page. Les bons souvenirs sont dans la tête. Parce que tous les jours on passe devant, on voit cet étayage qui bloque la rue, ces fissures sur les murs. Non, c'est encore une vision de guerre, d'apocalypse. Hein. C'est pas bon pour le moral. Sonia, elle se désespère. Un an que sa maison est en chantier, elle vit avec ses 3 enfants chez des amis. On a des affaires de partout, j'ai des affaires dans l'ancienne maison, j'ai des affaires chez mes parents, j'ai des affaires ici. Enfin voilà, c'est notre vie depuis un an. On fait que transiter en fait. Enfin moi j'ai jamais l'esprit serein en fait. C'est ça qui est fatigant. Si les 245 sinistrés ont tous été relogés, parfois de façon précaire, les indemnisations se font attendre. 40% des dossiers sont toujours à l'étude. C'est la nouvelle cible d'activistes écologistes. Le sucre dans les supermarchés. Anonymement, des militants appellent à détériorer les paquets pour les rendre impossibles à la vente. Une manière pour eux de protester contre la réintroduction des néonicotinoïdes dans les cultures de betteraves sucrières. Sandrine Fedel et Benjamin Poulain. De curieuses photos sont postées sur les réseaux sociaux depuis un mois. Des boîtes de sucre endommagées, des bouchons de paquets dévissés. Elles font suite à l'appel sur Internet d'un collectif d'activistes écologistes appelé La Ronce. Il filme ici une action. Il appelle à rendre ce sucre invendable. Les membres sont anonymes. Ils ont enregistré les réponses à nos questions avec une voix de synthèse. Alors que l'Assemblée nationale a voté le 6 octobre la réintroduction des pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes, notre action vise à riposter contre ceux à qui profite le crime, les lobbies du sucre. Ces actions visent l'industrie sucrière suite à la dérogation obtenue pour à nouveau utiliser dans les cultures de betteraves des néonicotinoïdes, un insecticide qui a un impact sur la biodiversité. Une décision qui a choqué une mère de 3 enfants que nous avons contactée. Moi, j'ai participé à leurs actions pour l'instant 3 fois. Dans toujours le même supermarché. En 30 ans, il y a 80% des insectes volants qui ont disparu en Europe. Donc c'est quand même une sincère catastrophe. Du coup, j'ai l'impression que je peux agir très facilement. Le collectif revendique déjà 110 000 paquets de sucre détériorés, un chiffre surestimé selon la grande distribution. Des méthodes qui sont condamnées par les professionnels du sucre. C'est clairement du vandalisme et donc c'est au-delà d'une mesure simple de boycott. C'est de la destruction, c'est du gaspillage, mais c'est pas respecter le produit qui a demandé un travail de la terre et des hommes.
Le ministère de la Transition écologique dénonce aussi ces actions et insiste, la dérogation apportée aux néonicotinoïdes est temporaire. Le ministère ne soutient pas ce type d'action et rappelle que grâce à la loi, plus de 90% des usages des néonicotinoïdes sont interdits. L'industrie sucrière rappelle que ces méthodes sont illégales. Elle réfléchit à déposer plainte. La consigne, c'est une ancienne pratique qui est de retour. Rappelez-vous le temps où on rapportait ces bouteilles vides dans les commerces. Eh bien, de plus en plus de magasins le proposent à nouveau pour des raisons écologiques. Et ça ne concerne plus seulement les bouteilles en verre. Françoise Vallée, François Desraux. Dans ce restaurant grenoblois, la moitié des ventes à emporter est vendue dans des boîtes réutilisables et consignées. On économise des déchets et donc c'est bon pour l'environnement. Après, c'est beaucoup plus agréable de manger dans un contenant en verre que dans un contenant en carton, ne serait-ce que pour le réchauffer ou le transporter, ça coule pas. Le client paye le récipient 5 €. Une fois vide, il peut le rapporter dans une vingtaine de restaurants du réseau. Soit il récupère son argent, soit il rachète un plat. C'est très très bon. Oh oui, ça évite le gaspillage. Et voilà, surtout pour des choses qu'on renouvelle tous les jours, donc c'est parfait. Sous différents logos, la consigne fleurit un peu partout en France. Bols, boîtes, gobelets en verre, en plastique ou en inox, dans les boulangeries, les restaurants, les coffee shops, les cafétérias d'entreprise. Certaines enseignes de la grande distribution expérimentent aussi le concept. Depuis juillet, pour leur salade à emporter, les clients de ce magasin parisien ont le choix entre l'emballage jetable ou en verre consigné. Je trouve que c'est assez pratique, j'habite juste à côté donc je peux le remettre quand je veux. Et c'est vraiment un plus et j'ai été vite séduit par l'idée. Au lieu de jeter, ça fait des plats pour mettre à la maison ou dans la voiture. À chaque fois, j'ai des bonbons, des biscuits, tout ça, je vais mettre dedans. Les clients peuvent rendre leurs consignes dans ce collecteur en récupérant un bon d'achat de 2 €. C'est une start-up qui a vendu le concept clé en main au magasin avec toutes les garanties d'hygiène en cette période de Covid. Tous les contenants qui sont collectés sont amenés chez un laveur professionnel qui va laver, stériliser les contenants à une température qui dépasse les 80 degrés et les renvoyer dans des caisses scellées. L'entreprise a déjà créé une dizaine d'emplois en local. De son côté, l'enseigne prévoit un développement national. Nous avons 900 magasins, donc le potentiel est important et demain, nous espérons vraiment avoir des collecteurs dans des centaines de magasins pour faciliter encore plus le geste du client. La majorité des emballages alimentaires jetables, même recyclables ou compostables, est aujourd'hui incinérée ou enfouie en décharge. L'utilisation de la consigne permettrait d'éviter des milliers de tonnes de déchets. On va partir prendre l'air en forêt à la recherche des châtaignes. Aujourd'hui, les 3/4 sont issus de l'agriculture biologique. Une variété, la châtaigne Sévenol, a même décroché son label AOC. Direction la Lozère, à la rencontre d'une productrice, Jean-Michel Escafre et Marie-Lou Robert. Dans la châtaigneraie, les filets attendent les fruits depuis la fin de l'été. Mais c'est en octobre et novembre que les châtaignes se ramassent. Parce qu'en automne, le temps devient capricieux, Camille examine la météo tous les jours. Il s'agit de faire vite, d'autant plus que le climat a été clément et la récolte sera généreuse. Il nous faut de la pluie au mois de juin, un peu pendant l'été et surtout début septembre, pour faire grossir les bogues et du coup faire grossir les fruits. Après, pendant la récolte, s'il pleut et qu'il fait très chaud, là, tout pourrit. Donc il y a vraiment, comme on dit, tant que c'est pas dans le panier, c'est pas gagné. Pour accélérer la récolte, Camille a fait appel à Johan, un saisonnier. Le but est de rassembler les châtaignes au cœur d'un filet. Une souffleuse va ensuite chasser les feuilles et les bogues. Camille fait un premier tri avant de remplir ses cagettes. Ici, ce sont des pélégrines qui se consomment fraîches. La châtaigne, c'est un côté très sentimental aussi pour moi. C'est-à-dire que mes arrière-grands-parents, là on est sur une propriété familiale, mes arrière-grands-parents vivaient de la châtaigne. Ça s'est perdu pendant plusieurs générations et du coup, je me suis pris d'amour pour la châtaigne. J'ai appris à reconnaître les variétés, j'ai appris avec les autres producteurs à comment transformer. Un poêle à bois comme source de chaleur et à l'étage du dessus, une clède, c'est-à-dire un séchoir. Celles-ci ont été mises par exemple hier, celles-ci il y a 3 jours, etc. Du coup, elles sont compartimentées en fonction du temps de séchage et environ une vingtaine de jours en fonction de la température de la clède.
Tous les jours, Camille danse avec les marrons pour rendre le séchage homogène. Des marrons bientôt transformés en farine. Cet automne est particulier. Les castanéiculteurs des Cévennes viennent d'obtenir l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée qui récompense des châtaignes plus petites que celles d'Ardèche, mais aussi plus sucrées, à tel point que chez Camille, on les mange crues. Et avant de se quitter, je vous le rappelle, cette journée du 11 novembre, commémorée partout en France et à l'étranger, sera donc également marquée par un attentat à Jeddah, en Arabie Saoudite. Une grenade aurait été lancée lors d'une cérémonie pour commémorer l'armistice du 11 novembre dans un cimetière non musulman. Une vingtaine de diplomates grecs et français étaient présents. Selon nos sources, il y aurait entre 2 et 4 blessés, pas de victimes françaises. L'assaillant a été arrêté. Le ministère des Affaires étrangères a réagi. La France condamne fermement ce lâche attentat que rien ne saurait justifier. Merci d'avoir suivi ce 12-13. Dans un instant, météo à la carte. Ce soir, vous retrouverez Virna Saki pour le 19-20. Très belle journée. À demain. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.